Les archives en droit français sont définies dans le Code du patrimoine à l'article L211-1. Les archives sont l'ensemble des documents, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leurs activités. Effectivement, des choses importantes à noter, c'est quelle que soit leur date, c'est-à-dire qu'un document d'archive au sens du droit français est document d'archive dès sa création et non pas passer un certain délai. Deuxième chose, quel que soit leur support, un document d'archive, ça peut en fait être une base de données électronique. Troisièmement, effectivement, ce qui caractérise les archives, c'est une définition, on le voit, très très large. Ce qui caractérise les archives, c'est le lien très fort qui va être fait avec l'activité d'un service, enfin d'un organisme ou d'une personne. Du coup, alors, petite remarque du coup aussi, quand on va parler d'archiver dans la suite de la conférence, en général, on l'entendra dans un sens assez large, pas seulement descendre à la cave ou monter au grenier, suivant ce que vous voulez, mais conserver conformément à des méthodes professionnelles archivistiques. Donc on le verra après ce que ça peut sous-entendre d'un point de vue humain, mais également d'un point de vue technique, notamment dans le domaine de l'archivage électronique. Je continue ces éléments de vocabulaire. Effectivement, sous le terme archive, en fait, on a beaucoup de choses que l'on connaît souvent mieux, qu'on entend beaucoup plus dans le langage courant. C'est-à-dire, d'une part, la donnée, qu'on va pouvoir définir comme une représentation formalisée de l'information informatique, adaptée à l'interprétation, au traitement et à la communication, quelque chose qui est sous un format particulier, que la machine peut comprendre, ou tout du moins nous rendre d'une manière intelligible. C'est une sorte de conteneur qui est porteur d'une information ou d'un fragment d'information. Comme je l'ai dit, l'information, elle, échappe à la formalisation juridique et quelque chose de très vague. Effectivement, on dit en droit qu'elle va être de libre parcours, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment soumise à un régime de protection particulier. Ce qui va l'être, par contre, c'est notamment des données, en tant que la donnée contient de l'information, comme la donnée à caractère personnel, qui est définie dans la loi du 6 janvier 1978. Ensuite, on peut avoir une définition qui est donnée par la norme, comme les définitions du document d'activité dans la version française de l'ISO 30300, sur les systèmes de management de gestion des documents d'activité. Information créée, reçue ou préservée comme preuve et actif par une personne physique ou morale dans l'exercice de ses obligations légales ou la conduite de son activité. On voit quelque chose qui ressemble à la définition en droit français des archives, mais qui se caractérise par une insistance plus grande sur la question de l'actif. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, je trouve. Toujours considérer que ce soit des documents, des données, derrière, il y a des informations et que ces informations représentent un patrimoine, un actif pour les organisations qu'il convient de protéger, de gérer d'une manière sérieuse, tout autant que l'on gère de l'immobilier, un parc immobilier ou des ressources humaines. Il y a quelque chose d'important, il y a une richesse qui est à protéger, à exploiter. Et puis enfin, pour commencer aussi à introduire une réglementation qui est à garder à l'esprit récente et qui va probablement avoir une grande influence dans le monde de l'électronique dans les années à venir, le règlement EIDAS, donc en fait c'est son surnom on va dire, sinon c'est un règlement de l'Union européenne publié le 23 juillet 2014. Le règlement EIDAS, dans son article 3 au paragraphe 35, introduit une définition du document électronique, encore une autre, dont on voit qu'elle est encore assez générique, tout contenu conservé sous forme électronique, notamment un texte ou un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel. Tout cela, en fait, se recoupe. On voit que dans le terme d'archive, on va avoir, en fait, toutes ces définitions. Alors, le plan de la séance, je vous l'ai expliqué. Pourquoi conserver des documents et des données ? En fait, ça va revenir à une partie assez juridique qui va vous exposer un peu les principes généraux de la conservation, mais également répondre à la question « puis-je supprimer le papier après en numériser ?» Et puis, comment gérer des documents électroniques ou des données ? Et là, on entrera un petit peu plus dans les solutions pratiques. Alors, on entame tout de suite la première partie. Je vais commencer juste par quelques mots supplémentaires et je passerai la parole à Appoliana. Pourquoi conserver des documents et des données ? Je renvoierai ici à une infographie faite dans le cadre du référentiel général de gestion des archives, donc qui a été publié par le Comité interministériel des archives de France, un organe de pilotage et de coordination des 3 grandes directions responsables de la gestion des archives, le service interministériel des archives de France auquel j'appartiens, et les directions indépendantes du ministère des Affaires étrangères et de la Défense. Cette infographie disait simplement que nous avons d'une part les archives qui recouvrent en fait un ensemble d'informations très variées et de vocables très variés, que ce soit des fichiers, des données à caractère personnel, des dossiers, des données, des courriels, tout ça ce sont des archives au sens du droit français qui en fait ont un intérêt pour au moins 3 grands aspects. D'abord parce que ça permet de garantir des droits et de justifier des actions. Alors là c'est dans un contexte public donc de votre administration, mais c'est tout à fait remplaçable par de votre entreprise. C'est un moyen, c'est un vecteur de transparence. Là,
dans le cadre soit effectivement d'un devoir de service public ou même de la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est important. Et puis bien évidemment, comme je le disais, ça représente un capital d'information et un outil d'aide à la décision, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Un peu les 3 grandes raisons qui justifient la conservation de documents ou de données. Alors, d'une part, on a des obligations générales pour le numérique comme pour le papier. Et les premières obligations pour le public vont être en fait, et sont spécifiques au secteur public, du fait de l'emploi de fonds publics et de la nécessité de transparence vis-à-vis des citoyens. Ce sont les règles qui sont prévues dans les parties législatives et réglementaires du Code du patrimoine, dont le livre 2 est entièrement consacré à la gestion des archives. Alors je sais que ça paraît souvent surprenant de voir ça dans le Code du patrimoine surtout, et de penser qu'en fait ça va être applicable aussi à des bases de données ou à des systèmes d'information ultramodernes, mais c'est effectivement le cas, puisque ces règles sont suffisamment génériques pour couvrir, en fait, puisqu'elles s'appuient sur la définition des archives, elles couvrent l'ensemble des actifs que l'on vient de voir. Et en fait, elles définissent les obligations de gestion et notamment le contrôle que l'administration des archives de France exerce sur chaque archive publique, que ce soit une donnée ou un document, et notamment les autorisations de destruction qu'elle délivre, sans lesquelles la destruction n'est pas possible et passible de sanctions pénales. Donc ça, c'est pour les services publics ou les établissements, les entreprises privées chargées d'une mission de service public, je le précise. Et donc on a un ensemble après de règles, je ne rentrerai pas dans le détail, de circulaires qui sont établies par mon service, et plus particulièrement par mon bureau, pour dire combien de temps on doit conserver les documents produits par l'administration, et ensuite si on doit les détruire ou les conserver à des fins historiques ensuite. Voilà pour très rapidement un ensemble de règles génériques. Comme je le disais, donc effectivement la destruction des données est contrôlée dans le domaine public, et cette procédure en fait dans le secteur public a cet avantage qu'elle sécurise les administrations, puisque l'autorisation que délivre l'administration des archives de France décharge l'administration productrice de ces archives de la responsabilité de la destruction. C'est l'administration des archives de France qui prend cette responsabilité au titre du contrôle scientifique et technique tel que défini par le Code du patrimoine. Alors, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps. Il faut savoir effectivement qu'une fois qu'on a ce cadre général et ce contrôle, et là on glisse en fait après vers des règles qui sont applicables à n'importe quel organisme, qu'on soit dans le privé ou dans le public, on a aussi des obligations de conservation qui sont fixées directement par les textes de loi ou les règlements. Mais là, en fait, on est déjà dans une zone un peu plus rare, en fait, puisque là, il va falloir connaître ponctuellement, et c'est notamment un des travaux de l'archiviste ou du juriste, connaître les textes pour dénicher ces différentes obligations qui existent en dur dans la loi et le règlement de conservation un temps donné. Donc je pense que je passe la parole à Poliana tout de suite pour vous présenter déjà ces règles et puis ensuite avancer plus dans la présentation. Merci Antoine. Je crois qu'on a dit qu'on ferait un petit ping-pong entre nous deux. Voilà, Antoine est plus spécialisé secteur public et puis moi je vais vous parler plutôt du secteur privé, donc des entreprises privées. L'objet de ce slide, c'est de vous dire qu'en fait on va être tantôt dans des obligations de conservation, tantôt dans des obligations de destruction. Alors, je vous ai mis ici 2 exemples. Par exemple, pour les dossiers médicaux, vous devez conserver les dossiers médicaux pendant une durée de 20 ans. Enfin, vous, l'organisme qui gère des dossiers médicaux. Une durée de 20 ans. Pour les documents comptables, eh bien, la durée de conservation est de 10 ans. Mais il n'y a pas aussi que la loi ou le règlement qui peuvent imposer des durées de conservation. Parfois, vos contrats peuvent vous imposer des durées de conservation. Vos partenaires, vos prestataires peuvent vous imposer des durées de conservation. Donc, il faut aussi faire attention à ce qui est négocié dans l'ensemble de vos contrats et vérifier donc vos obligations. Mais lorsqu'on n'a pas de texte qui vous dit combien de temps ou comment conserver un document, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appliquer en fait la durée de prescription légale. C'est-à-dire qu'on va conserver un document pendant le temps nécessaire à introduire une action en justice. Puisqu'en fait, j'ai besoin de conserver un document pour faire valoir mes droits. Si, au bout d'un certain temps, je ne peux plus faire valoir mes droits compte tenu d'un délai de prescription, je n'ai finalement plus besoin de conserver ce document. Donc voilà ces premiers propos. Alors je vais repasser la parole parce qu'on voit que dans le secteur public, les obligations de conservation
donne lieu à des sanctions pénales lorsqu'elles ne sont pas respectées. Donc c'est assez intéressant. Oui, effectivement, justement, quand c'est ce qui se rajoute, mais et qui est justifié par l'utilisation de fonds publics et les questions de transparence en droit public, en fait, des sanctions pénales sont prévues en cas de destruction non autorisée de documents, donc non autorisés par l'administration des Archives de France. En l'occurrence, sur tout le territoire, en général, c'est le contrôle du directeur des archives départementales qui est chargé en fait d'exercer le contrôle scientifique et technique au nom de l'État. Donc notamment une des jurisprudences, dont l'amende peut paraître assez faible, mais qui était modérée par un certain nombre d'éléments et de circonstances atténuantes. On a une jurisprudence du tribunal correctionnel. En fait, oui, c'est pas le tribunal correctionnel de Privas, ça concerne la ville de Privas, je crois, je suis en train de me dire. Puisqu'il n'y a pas de non, il y a encore... D'accord, ok, j'ai bien tout. Tribunal correctionnel de Privas sur une destruction d'archives publiques dans une commune sans autorisation par le directeur général des services. On a donc le juge a estimé que du fait des circonstances atténuantes, d'une absence de volonté de nuire, un casier judiciaire vierge et une reconstitution possible des documents a posteriori par croisement, enfin par utilisation de double, on pouvait avoir en fait une amende, enfin il a été condamné à une amende de 100 €. Mais ce qui est quand même gênant, c'est qu'après il y a eu également des échos dans la presse, ce qui est toujours un peu problématique, et que donc ça prouve en tous les cas la mise en œuvre des articles L214 et suivants du code du patrimoine qui prévoit des sanctions pénales. Et, oui, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'en fait l'archiviste était animé d'une bonne volonté. C'était même c'était un administratif, c'était pas un archiviste. Un administratif était animé d'une bonne volonté parce qu'il avait décidé de numériser toutes les archives de la ville, et puis pour faire un gain de place, et après de détruire le papier. Sauf qu'il n'avait pas demandé effectivement d'autorisation aux archives départementales, qu'il l'avait fait sans forcément mettre derrière les moyens techniques qui vont bien pour garantir la pérennité des informations. Et puis surtout, on va le voir, de toute façon, c'est loin d'être automatique de pouvoir détruire, quand bien même il n'y aurait pas d'autorisation à demander aux archives départementales, c'est loin d'être très prudent de faire ce calcul, d'un point de vue purement juridique. Là, on était sur de la responsabilité pénale, mais il y a également de la responsabilité administrative qui peut être mise en cause, puisqu'il y a une autorisation de l'État à obtenir. Cour d'appel administrative de Marseille, là, on a été sur destruction d'un enregistrement du SAMU sans autorisation. Donc là, c'est sur des bandes, un enregistrement, sans autorisation, pareil, de l'administration des Archives de France, des Archives de France. Et on a eu donc une condamnation d'un versement de dommages et intérêts de 1 000 € aux victimes pour réparation du préjudice subi. Mais là encore, ce qui fait à mon avis plus de dégâts, c'est surtout le fait que ça apparaît dans la presse, et donc notamment, ça mettait en cause le centre hospitalier de Toulon, qui a eu le droit à un article dans Le Monde spécifiant du fait qu'il y avait une destruction qui avait été faite sans autorisation et sans respect des procédures. C'est quand même légèrement peu sympathique. Donc là, il y a d'abord un risque à gérer qui est lié au non-respect d'obligations réglementaires et légales sur la destruction des documents. Alors Poliana, peut-être du coup... Je te recède la parole sur la question des informations, des données à caractère personnel. Oui, alors ce slide permet d'introduire la notion de conservation et d'obligation de destruction. Lorsque l'on a des fichiers qui contiennent des données à caractère personnel, donc le nom, prénom, une adresse IP, un numéro de carte bancaire, un numéro de carte de sécurité sociale, eh bien, ces fichiers doivent être déclarés à la CNIL ou faire l'objet d'une autorisation préalable, et ils ne peuvent pas être conservés au-delà de la durée pour laquelle vous avez déclaré conserver ces fichiers. Donc on doit indiquer une durée qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas conserver ces données ad vitam aeternam, et on doit indiquer à la CNIL combien de temps on envisage de conserver ces données, et ça doit être une durée raisonnable pour l'usage que l'on va faire des données à caractère personnel. Donc, au-delà de cette durée de conservation, vous devez détruire les fichiers contenant des données à caractère personnel, ou bien, quand on est dans le secteur public, effectuer un versement aux Archives de France.
Alors effectivement, ce qui est une articulation entre les deux lois, CNIL et on va dire loi archive, qui est rarement vue dans le secteur public, c'est que nous on nous dit souvent en tant qu'archiviste, ah ben non mais là je peux pas vous les verser, moi j'ai dit à la CNIL que je détruisais. Non, en général, les deux lois sont à la stricte égalité, hein. Les dispositions légales du Code du patrimoine ne valent pas moins que celles de la CNIL et elles sont articulées par l'article L212-3 du Code du patrimoine qui prévoit bien que dans le cas de données à caractère personnel, à la fin de leur durée de conservation, qui doit autant que possible être égale à la durée d'utilité administrative prévue au titre de la loi archive, enfin qui devrait être la même en fait, l'administration des archives de France, pareil, doit donner son accord et en fait évalue et doit donner son accord pour savoir si ces données peuvent être versées, peuvent être détruites ou si elles ont un intérêt historique et doivent être conservées ad vitam aeternam dans les services d'archives. Alors attention, hein, premièrement, on parle d'archives publiques, mais ça n'engage en rien la publicité de la communication, hein. Donc si c'est conservé des données personnelles, là on décide que ça a un intérêt historique et on les conserve, elles sont soumises à un délai de communicabilité de 50 ans. Première précision. Effectivement, la deuxième précision, je l'ai oubliée, mais c'est pas grave. En tous les cas, il est essentiel de ne pas immédiatement en conclure, même si je sais que certaines délibérations CNIL peuvent le dire, mais c'est normalement illégal, que dans le secteur public, dès lors qu'on a fini la durée de conservation, les données doivent être détruites. Elles peuvent avoir un intérêt historique. Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Cette conservation se place également dans une exception légale tout à fait prévue à l'article 36 de la loi CNIL, qui prévoit bien que des données à caractère personnel peuvent être conservées au-delà de la durée prévue à l'article 6, cinquièmement, pour des fins historiques, de recherche ou statistiques. Voilà. Alors, comme vous avez entendu Antoine, le droit français aime bien les grands principes et puis les exceptions, et nous avons toujours des exceptions. Ce que nous avons remarqué aussi en préparant cette conférence, hein, c'est que l'archivage, la conservation, de manière plus générale, c'est de l'essence de la dématérialisation. Donc si on souhaite passer totalement au digital, à la numérisation, à la digitalisation, eh bien on va devoir mettre en œuvre des techniques pour conserver, et si ce n'est pas réalisé correctement, vous allez perdre tous les droits. Alors, on le voit bien dans l'article 1316.1 du Code civil qui dit que l'écrit sous forme électronique est admis à titre de preuve, au même titre que l'écrit sur support papier. Donc on voit qu'on a une correspondance entre l'écrit électronique et l'écrit sur support papier. Mais il y a deux conditions. Une condition, c'est qu'on puisse identifier la personne qui a émis l'écrit, et surtout que l'écrit, dès sa création, soit conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité. Donc on a déjà des obligations de conservation. Donc, si on prend un exemple, un document réalisé sur le logiciel Word qui peut être modifiable à tout moment, ce n'est pas une conservation intègre. Donc, on va difficilement pouvoir considérer qu'un document établi sur Word est un document intègre. Et donc, il va falloir mettre en œuvre des éléments techniques pour améliorer la conservation de ce document. Vous avez pu le pressentir, dans le secteur privé et dans le secteur public, nous ne sommes pas tous égaux, puisque le secteur public bénéficie du service interministériel des archives de France, qui va quelque part autoriser la destruction de telle ou telle archive. Donc en fait, c'est assez intéressant pour le secteur public, parce qu'on ne prend pas de décision soi-même de détruire les archives, on est autorisé à détruire. Dans le secteur privé, c'est bien différent. C'est-à-dire que vous devez vérifier que vous pouvez détruire des archives, donc des documents au sens général, et si vous vous trompez, vous pouvez risquer d'engager votre responsabilité. Donc, on a toute une gestion de risque juridique au moment de la destruction du papier qui doit être pris en compte. Alors, on a voulu aussi s'interroger donc sur une question qui intéresse vraiment la plupart
des gens aujourd'hui. D'ailleurs, la première question qu'on nous a posée, que je viens d'afficher, c'est peut-on numériser puis détruire des dossiers médicaux, donc qui effectivement relève de cette interrogation. Ouais. Alors, en fait, on s'est rendu compte qu'on a un principe, toujours en droit français, c'est que nous n'avons pas le droit de détruire le papier avant la fin de sa durée de conservation obligatoire. Donc même si j'ai numérisé correctement un document original papier, je ne vais pas pouvoir m'en débarrasser comme ça avant que sa durée de conservation soit passée. Alors, ce n'est pas le cas en Italie. Antoine nous l'expliquera un petit peu après. Et après, si, en revanche, vous avez des données, des documents qui ont des données à caractère personnel, là, vous allez devoir détruire le papier, mais aussi les fichiers numériques qui contiennent ces mêmes données à caractère personnel. Donc, on a toujours à s'interroger sur combien de temps je dois garder le papier, en fait, combien de temps je dois garder l'original, et après, je vais pouvoir décider de détruire le papier, voire avoir même l'obligation de détruire le fichier numérique. Toujours dans le cadre, vous l'aurez compris, je le répète, dans le cadre du public, c'est toujours un peu plus compliqué puisque ce n'est pas un automatisme à la fin de la durée de conservation de données à caractère personnel. Alors je voulais juste sinon vous soumettre quelques informations prises de l'exemple italien, on va dire, puisqu'en Italie, le code de l'administration électronique et puis une délibération de la CNIPA, je crois, qui était l'administration en charge du développement de l'administration électronique, qui je crois a changé de nom depuis, en fait prescrit des exigences qui permettent d'attribuer une valeur probante à une copie numérique, puisque c'est bien ça en fait que l'on crée, et c'est bien tout le problème en droit quand on fait une numérisation. Ce n'est pas une image de l'original. Pour le juge, ce sera une copie. Et donc, qui doit être considérée comme telle au regard de son évaluation, pour savoir s'il a une valeur probante ou pas. Et puis donc, c'était pour dire que les Italiens, en fait, avaient assez simplement, mais de manière assez efficace et synthétique, dit que pour eux, un processus de numérisation pouvait garantir la fidélité et donc une valeur probante à la copie numérique par 3 procédés. En fait, il faut que le processus de numérisation soit de nature à garantir la fidélité de la copie. On applique une signature électronique à la copie et ensuite on le redate. Voilà. Donc 3 critères assez simples qui ont été mis en place. Bien sûr, après, ça peut entraîner pas mal de débats techniques. Alors, dans la question « puis-je détruire le papier ?», on se demande quand même qu'est-ce qu'un tribunal peut accepter à titre de preuve et est-ce qu'il accepte de recevoir une preuve électronique ? Alors, donc, on en a déjà un petit peu parlé avant. L'article 1316.1 indique oui, le support électronique est admis au même titre que le support papier. Alors en fait, on a trois grands cas dans le Code civil qui sont tout d'abord lorsque j'ai besoin d'un écrit à titre de validité d'un acte. Ce sont des écrits qui, s'ils n'existent pas, eh bien, ne créent aucun droit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prouver son droit ni on ne peut pas prouver son droit en justice si vous n'avez plus l'original papier, et donc la copie électronique ne peut pas valoir preuve de cet acte. Deuxième cas, j'ai seulement des écrits qui sont exigés à titre de preuve de l'acte. Par exemple, le contrat à durée déterminée en droit du travail doit être un contrat écrit. Et s'il n'est pas écrit, il existe tout de même, c'est-à-dire qu'il y a toujours un contrat de travail. Il est simplement requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Ce qui signifie dans ces cas-là que si nous n'avons plus de papier original et qu'on a une copie numérique, eh bien, la copie numérique va valoir commencement de preuve par écrit. C'est-à-dire que c'est un petit commencement de preuve que je vais devoir compléter avec d'autres éléments de preuve. Donc, dans le cas de mon contrat de travail, je vais pouvoir le compléter avec mon bulletin de paye, la déclaration qu'on a fait à l'URSSAF, des témoignages de collègues. Voilà comment on va pouvoir fournir un écrit électronique à un magistrat lorsque la preuve est imparfaite. Il y a des cas où l'écrit n'est pas exigé. Alors, quand je dois prouver un fait juridique, c'est quoi un fait juridique ? C'est par exemple ma présence devant vous aujourd'hui
comment je fais pour vous la prouver? Eh bien, je peux peut-être aussi signer une feuille de présence. Donc, c'est un écrit, mais ce n'est pas obligatoire. C'est simplement une manifestation qui permet de prouver le fait. Et vous avez un autre cas, c'est pour les actes administratifs. Ils n'ont pas besoin d'être prouvés par écrit, même s'ils sont soumis à certaines exigences de forme et de fond. Ce qui signifie que s'il n'y a plus de papier original, la preuve électronique est là tout à fait possible et même libre. C'est-à-dire que vous avez toute largesse pour apporter les preuves de l'écrit électronique. Néanmoins, effectivement, avec ceci, que dans la jurisprudence, on voit quand même que le juge, s'il est souverain à l'évaluation des preuves dans ces cas-là, va avoir quand même tendance à essayer de rationaliser on va dire son administration de la preuve et va quand même privilégier souvent des actes. Alors notamment, si vous dématérialisez des arrêtés et que vous ne faites pas de signature électronique, il y a de la jurisprudence qui indique très clairement que le tribunal va avoir tendance à les retoquer en considérant quand même que dans ces cas-là, on a une décision de l'administration, qu'elle engage l'administration et que l'administration doit quand même apporter un certain nombre de formalisations. Mais effectivement, la preuve est libre en droit administratif. Oui. Alors du coup, cette approche, en fait, on va dire d'analyse de risque que l'on peut essayer de porter dans le cadre dans tous les cas où la preuve est libre, en fait, on l'a mis en exergue dans un vade-mecum du service interministériel des Archives de France que vous pouvez trouver sur notre site internet et qui aborde la question effectivement de peut-on autoriser une destruction de documents papier après numérisation. Ce vade-mecum est plus particulièrement tourné à l'attention de nos contrôleurs, mais peut aussi servir à cadrer un projet dans le secteur public de dématérialisation. Une annexe juridique, justement, refait la démonstration d'analyse de risque, c'est-à-dire dans quel cas, qu'est-ce qu'on doit vérifier pour essayer de voir, quand la preuve est libre, si on ne pourrait pas détruire le papier après numérisation. C'est une analyse de risque, puisque, comme l'a rappelé Poliana, il n'y a pas de droit à la destruction en droit français, mais il y a plutôt tout qui empêche. Mais quand la preuve est libre, notamment en droit administratif, il y a des zones où on pourrait arriver à tenter de détruire. Donc notamment sur la question peut-on numériser puis détruire des dossiers médicaux. Là, on est dans une zone quand même grise et enfin où j'aurais même envie de dire un peu rouge quand même. Il faut faire très attention. Beaucoup de responsabilités peuvent être engagées à partir de dossiers médicaux et pas qu'en droit administratif. Il va falloir quand même porter attention également au fait que dans le Code de la santé publique, il y a énormément de mentions de formalisation de la signature de tel ou tel acte et que le juge est tenté, même quand il est dans un domaine de preuve libre, de considérer que s'il y a une mention de signature, si on lui présente un document électronique, il voudra une signature électronique. Donc si on est sur une numérisation de papier, on n'aura pas la signature électronique de l'auteur réel de l'acte et il peut retoquer l'acte et considérer qu'elle n'est pas recevable en type de preuve. Il y a de la jurisprudence en ce sens. Donc très attention à tous les aspects de formalisation qui peuvent apparaître dans les textes avant de pouvoir détruire du papier après numérisation. L'objectif, de manière générale, finalement, et pour quasiment conclure, est de construire la valeur probante des données avec des solutions techniques de traçabilité, de contrôle d'intégrité. On va y revenir dans la partie, ce que doit nous présenter notamment Alain Borghesi. Et donc, il faut quand même... tout en faisant attention. Oui, ce que l'on peut rajouter, c'est que dans la construction de la valeur probante d'une preuve électronique, au-delà des éléments techniques, on peut organiser une sécurisation juridique. Et ça se fait comment? Ça se fait avec une convention de preuve. Convention de preuve, je vais pouvoir organiser entre deux co-contractants, deux parties, la manière dont je vais décider d'opposer les documents électroniques les uns aux autres. Donc je vais décider contractuellement qu'un document électronique va m'être opposable. Donc tout simplement, je vais dire, lorsque je fais des échanges de mails, on va considérer que c'est un écrit, que c'est une preuve électronique qui va être opposable. Peut-être on peut avancer. On va un petit peu avancer pour passer à notre troisième question et puis on laissera la parole à nos experts. Quelle est la valeur d'une impression de documents nativement numériques? Donc on a vu première question, est-ce que la copie du papier a une certaine valeur? Maintenant on se pose la question, lorsque le document où l'information est électronique dès l'origine, est-ce que son impression a une valeur? Alors en fait,
ça n'a la valeur que de copie. C'est-à-dire que l'original, le seul original, c'est le document qui est nativement numérique. Donc l'impression, eh bien, l'impression que l'on fait sur du papier n'a la valeur que d'une copie. Et si elle est bien faite, on va dire qu'il s'agit d'une copie fidèle et durable, et elle pourra valoir preuve. Mais s'il n'est pas une copie fidèle et durable, vous ne pourrez pas l'opposer en justice. Alors c'est quoi une copie fidèle et durable? Simplement, c'est une reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support. Ce qui signifie en 2 mots que l'impression que vous faites de votre écran sur votre imprimante ne va pas forcément valoir copie fidèle et durable. Donc en justice, on a un bon nombre de décisions qui ont rejeté les impressions écran. Alors ce que l'on fait, c'est que généralement pour gérer la preuve de ce qui se trouve sur un ordinateur en fichier électronique, vous êtes quasiment obligé de faire un constat avec un huissier pour pallier à l'absence de copie fidèle et durable. Ensuite, l'impression peut-être valoir commencement de preuve. C'est un début de preuve, comme on en avait parlé dans la première question. Le commencement de preuve doit toujours être complété par d'autres éléments de preuve. Donc je vais avoir l'impression papier, mais je dois compléter avec d'autres éléments qui peuvent être techniques ou qui peut être aussi du témoignage d'autres personnes. Et enfin, en droit de la consommation, il est intéressant de voir que l'on parle soit du papier, soit du support durable. C'est-à-dire que vous avez un support durable qui n'est pas le papier et en fait qui fait référence à l'électronique. Pour terminer, le seul original, c'est bien le document nativement numérique. Ne pas se tromper. Et justement, parce qu'il y a une question qui vient d'être posée, une facture envoyée électroniquement mais non signée, se doit-elle d'être imprimée pour être originale? Non, justement. C'est pas ça. C'est plutôt la question, c'est si on vous l'imprimait, est-ce que par hasard elle aurait une valeur probante? Mais c'est plutôt c'est effectivement, il y a un risque. Toujours, si votre facture est produite en électronique, l'original est nativement numérique. Et donc la question est plutôt de savoir si vous respectez le cadre notamment donné par le Code de procédure fiscale sur la formalisation des factures qui peuvent être envoyées sur la formalisation des factures électroniques, avec donc la piste d'audit, la technique EDI ou effectivement une signature électronique. Simplement, lorsque vous posez les questions de l'impression et de la conservation, en fait, je vous ai mis un petit carré magique ici. Il faut cartographier ces documents d'un point de vue juridique pour savoir si je suis plutôt dans le domaine de la liberté et je vais pouvoir supprimer comme je le souhaite, ou si j'ai des obligations et des contraintes en matière de conservation et je vais vérifier comment je vais devoir conserver ou comment je vais devoir supprimer. Alors voilà, on a été un peu long. On va passer en fait. On a pu répondre à quelques questions du coup directement par le procédé de suivi en live. Je suis désolé du coup, le temps nous manque pour toutes ces questions. Je passe directement la parole à Sylvie de Solin-Baumann pour la partie un peu mise en pratique, comment gérer ces documents et ces données. Merci. Merci d'abord à vous, parce que vous nous avez posé le cadre juridique, aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé. Et nous, après, les gestionnaires de documents, effectivement, on doit, la plupart du temps, répondre à la question du comment et le faire. Parce que si on n'avait qu'à répondre aux questions, la vie serait belle. Mais on doit le faire aussi. Donc, face à toutes ces règles, voilà, donc, comment savoir quel document et données on doit conserver? Donc, tout d'abord, j'ai rappelé, mais la définition a déjà été donnée par Antoine. Ce que sont les documents d'activité, ce sont les informations sous toutes leurs formes, conservées comme preuve et actifs. Donc, on est bien sur ce segment de la preuve et de l'actif informationnel dont l'organisme, quel qu'il soit, public ou privé, a besoin pour remplir ses obligations légales et pour conduire son activité. Ces documents, ces informations sont la trace de l'activité, le support de celle-ci. Exemple typique, une action, vous signez
que cette action a bien été faite, le document est à la fois la trace et le support de l'action. Demande de permis de conduire, demande de permis de construire, etc. Donc c'est la trace pour l'organisme qui a déposé la demande de permis qui l'a déposée, c'est la trace pour l'administration qui l'a reçue. Il se trouve sur support électronique, film ou papier, sur tout média, et selon les métiers et cultures, c'est pourquoi on emploie un florilège de termes. Ils sont dénommés information, dossier, document, archives courantes, enregistrement quand on est dans le domaine de la qualité, messages, données, etc. Donc comment on va les gérer, ces documents d'activité ? Eh bien, grâce à un ensemble de méthodes, qui peuvent d'ailleurs procéder de la preuve également, puisque le fait d'avoir des procédures, d'avoir des règles en interne, ça peut contribuer, dans le cas de la dématérialisation, et être retenu par le tribunal comme une preuve de bonne foi de la part d'un organisme. Donc ces règles, ce sont les règles de gestion des documents d'activité que souvent vous entendez, ou vous avez entendu pendant pas mal d'années, appeler en anglais Records Management. Et donc maintenant, on emploie usuellement en France depuis une dizaine d'années cette expression gestion des documents d'activité. C'est la traduction dans le cadre de la norme ISO 30300, la traduction francophone. Donc c'est le champ de l'organisation et de la gestion. Donc on est dans le domaine du management de règles, management de processus, en charge d'un contrôle efficace et systématique de la création, de la réception, de la conservation, de l'utilisation et du sort final, qui peut être la destruction, mais qui peut être aussi la conservation à plus long terme dans un service d'archives, y compris tout ce qui a trait à la preuve et à la notion d'information. Donc pour ça, il faut se faire un chemin. Donc votre organisme, dans le cadre de sa gouvernance de l'information, va avoir un certain nombre de méthodes. Et donc ces méthodes nous sont apportées entre autres par les normes comme ISO 15489 et ISO 30300. ISO 15489, c'est la gestion des documents d'activité. ISO 30300, ce sont les systèmes de management de la gestion des documents d'activité. Donc des systèmes qui sont compatibles avec les ISO 9001. Donc concrètement, c'est la question qui nous est posée, comment on va évaluer la durée de conservation d'un document ? Donc on va faire d'abord l'analyse juridique, exactement comme ça a été évoqué par Pollyanna. On va voir dans quel cadre de preuve on se situe, de quel cadre juridictionnel. Et on s'aide souvent, enfin les juristes travaillent avec nous bien entendu pour analyser ce risque juridique comme ça a été évoqué. Et donc ensuite, on va également pratiquer l'analyse des processus. Les processus, vous les connaissez, ce sont ceux que vos organismes déploient pour mener à bien leurs activités. Et donc, on va remonter les processus, on va les analyser entièrement pour capturer à différents endroits la preuve ou l'information utile à conserver. Et cette analyse va se formaliser sous forme de référentiels de gestion, de plans de classement, de plus en plus également de sets de métadonnées, puisqu'on est bien souvent dans le contexte d'une production entièrement numérique, c'est-à-dire de processus qui sont complètement dématérialisés de A à Z. Donc on va devoir capturer la preuve dans des systèmes d'information, dans des applicatifs métiers complexes, et pour ça on va tout de suite aller capturer les métadonnées au moment de la création, au moment de l'action dans le workflow, on va aller chercher des métadonnées. Donc pour cela, en amont, pour pouvoir capturer les bonnes métadonnées, demander au DSI de les conserver, on va mener cette analyse des processus. Donc, on a pris l'exemple à la demande d'Antoine de l'emploi des fonds du Fonds social européen qui concerne beaucoup d'organismes en France, en particulier dans le domaine de la formation professionnelle, donc des organismes tant publics que privés, qui sont financés pour la gestion de leurs offres de formation et stagiaires. Donc, le premier travail, ça va consister à analyser le processus et les procédures des différentes lignes métiers qui sont concernées. Dans un deuxième temps, à créer sur cette base-là un référentiel de gestion qui va nous donner pour chaque type d'information, chaque document, mais chaque action aussi, on va aller voir quelles sont les règles applicables. Est-ce que j'ai une exigence de production de documents? Est-ce que ça va être ça le support de la preuve? Est-ce que j'ai juste une obligation d'avoir fait une action? C'est très intéressant ce que Pollyanna a dit tout à l'heure. Ne pas forcément créer un document, mais avoir la trace d'une action. Et en fonction de ça,
et à savoir que le Fonds social européen lui-même édicte des règles très strictes de preuve, on va effectivement construire notre référentiel de gestion. Et dans le cas de l'organisme pour lequel je travaille, l'AFPA, on a également construit un plan de classement basé sur cette analyse pour aider nos opérationnels dans plus de 100 établissements en France à classer selon ce mode de classement pour pouvoir prouver, sachant qu'on est contrôlé sur des échantillons de plusieurs centaines de dossiers dans l'ensemble de nos centres, par an, bien évidemment. Oui, parce qu'effectivement, le contrôle du FSE est assez strict et une vraie logique de management de qualité avec des organismes de certification et des auditeurs privés qui contrôlent. Qui viennent contrôler. Et donc, au cas où on ne saurait pas ce qu'on doit faire, il suffit d'appliquer leurs règles, qui sont très exigeantes. Et donc, on va maintenant, pour nous, étant donné qu'on a une partie du processus qui est dématérialisée, on applique également sur cette partie du processus qui est dématérialisée, en particulier les feuilles d'émargement stagiaire, les exigences, par exemple, de la norme Z42013 pour pouvoir rester dans ce contexte de dématérialisation. J'avais mis quelques petits exemples, mais par chance, c'est un article qui a été publié, donc vous pourrez en prendre connaissance, un retour d'expérience que j'ai fait avec mon collègue Walid Brahim dans la Gazette des Archives sur l'analyse des processus pour la gestion des documents d'activité. Et peut-être aussi juste montrer le tableau, pardon. Excuse-moi. Le résultat, oui, voilà. Enfin, et le tableau ensuite qui est intéressant. Le tableau d'analyse des processus, donc vous voyez sur la gauche, pardon. Excuse-moi. Voilà. Vous avez ici donc la liste de l'ensemble des processus. Donc ça, c'est un tout petit extrait de ce tableau. C'est un tableau dynamique, hein, bien entendu, qui permet d'être tenu à jour en fonction de l'évolution du contexte. Ici, nous avons toute la partie besoin de preuves contractuelles ou non, obligation légale ou pas. Et ici, ce qui concerne la forme matérielle de cet enregistrement. Oui, notamment où on est logique, oui. Voilà, c'est ça. Et évidemment, tout ça est dynamique, c'est-à-dire que ça constitue chez nous une énorme base de données. On a plus de 108 processus qui sont en permanence maintenus et qui sont évolutifs. On est en ISO 9001, voilà, et je vous dirais même qu'on est en phase d'audit à nouveau, comme tous les ans. Sur l'ensemble de nos processus et la gestion des documents d'activité qui, pour les auditeurs qualité, s'appelle la gestion des enregistrements. Voilà. Effectivement, là, on est sur un travail très, très complet de gestion, de décomposition des processus et d'analyse des documents liés. On peut arriver... je pense qu'il faut toujours savoir doser la qualité de la formalisation de la gestion des documents d'activité, après, suivant l'importance de son organisation. C'est vrai que là, au niveau public, quelquefois, comme on est à un niveau très macro, on va rentrer un peu moins dans le détail et nos documents, après, on peut se focaliser dans un tableau de gestion uniquement sur typologie, enfin organisation par grande activité, typologie, durée de conservation, sort final, et puis une colonne d'observation permettant de mettre de la justification. C'était juste pour indiquer qu'effectivement, on peut doser, mais là, on a un travail qui montre l'aboutissement quand on veut vraiment mettre en place et qu'on a des exigences de qualité importantes, de prendre en compte tous les différents éléments de preuve et de support liés aux documents. Mais il est vrai que nos collègues de la direction interministérielle de la formation professionnelle avec lesquels je travaille sont en train de faire exactement le même travail pour leur processus de certification, à ce même niveau de détail. Ici, vous avez le plan de classement basé sur les processus, lui aussi indexé par processus. Puisque là, on a un numéro d'action qui renvoie au premier tableau. Donc, tout ça, comme je vous le dis, alimente une base de données des types de documents et des actions chez nous, des processus, activités, etc., sous-activités. Et donc, à chaque moment où on a une évolution, soit législative au niveau du cadre, soit des exigences du FSE, puisque à chaque nouvelle campagne, en fait, le FSE change éventuellement ses règles. D'ailleurs, il faut savoir que pour l'Angleterre, l'organisme de tutelle, donc le ministère des Affaires sociales anglais, a donné des directives, des guidelines pour la preuve dans l'environnement électronique. Et je pense que nous, on va le faire également au niveau du ministère français. Voilà. Et ce qui est important, alors pourquoi parler un peu de ces éléments, parce que ça peut paraître loin de la question j'archive, je supprime, mais en fait, si, c'est en plein dedans, parce que pour arriver à s'y retrouver, et comme je le disais, pour avoir une gouvernance de l'information de manière globale, on ne peut pas, en général, à l'échelle d'une organisation, ne pas en passer par une formalisation sous forme de tableau ou de base de données ou quelque chose qui permet de synthétiser l'information pour arriver à savoir une même information sur un tel sujet sur lequel je vais avoir un besoin de preuve.
où est-ce qu'elle se trouve dans mon organisation, parce qu'en général, elle se trouve à plusieurs endroits, il y a des circulations dans les services, on fait le bilan, et là, on commence à voir les doublons, les endroits des dossiers, déterminer où sont les dossiers maîtres, où sont les dossiers qui sont juste des copies qui ont été envoyées pour instruction, etc., etc. Et on peut commencer à réduire la masse, en fait, et à échapper en fait aux règles qu'on disait, dans le sens où déjà, on peut éliminer beaucoup de doublons, en fait, souvent. Oui, et puis il faut dire que cette méthodologie est complètement applicable à l'environnement électronique, puisqu'on travaille bien souvent sur des parties de process qui sont totalement dématérialisées. Par exemple, des inputs qui viennent pour nous de Pôle emploi sous forme numérique, qui viennent des conseils régionaux, des rendre compte qui sont adressés aux conseils régionaux directement sous forme numérique sur leur portail, avec toute une partie interface. Donc il faut avoir cette capacité à mener l'analyse, quel que soit l'environnement, et c'est la même méthodologie. Donc ça nous aide, par contre, comme je le disais tout à l'heure entre nous, d'avoir des systèmes d'information très documentés. J'avoue qu'on n'est pas forcément très à l'aise quand on est face à des opérations de maquettage. On vous présente une maquette, vous validez, etc., sans nécessairement que soient documentées toutes les étapes. Donc peut-être c'est mon côté vieille génération, mais c'est vrai que parfois je regrette les méthodes de développement très structurées, avec beaucoup de traces, avec des dictionnaires de données qui vont nous permettre d'identifier. Je vois mon amie Charlotte derrière, qui vont nous permettre de vraiment faire de la qualité de la qualité de données. Et quand on est dans des modes de développement, comme bien souvent pour les workflows assez, on va dire, conviviaux, ça n'aide pas forcément à la traçabilité. Donc parfois un petit peu de traçabilité vaut mieux que des gros ennuis ensuite quand on doit prouver. Alors merci Sylvie. Une fois qu'on a fait justement ce travail et qu'on a formalisé et réussi à trouver où est-ce qu'étaient les informations clés, on peut justement en venir à savoir qu'on a des documents électroniques, qu'il va falloir sécuriser ces documents. Donc je passe la parole à Alain Borghesi. Merci. Non, ça va, transparent. Donc merci Sylvie pour cet exposé très riche sur les aspects fonctionnels. Moi je suis le technicien de l'étape, donc je vais essayer de répondre sans vous endormir complètement sur des aspects plus techniques. Je relève toutefois dans les interventions de mes collègues en début de réunion leur prudence et leur académisme, ce qui n'est pas étonnant par rapport aux professions qu'ils exercent en tant que conservateurs et avocats. Moi, je vais essayer d'être très pragmatique en tant que technicien, mais simplement, je pose ma question pour tout à l'heure. Mais combien de fois dans votre très grand cabinet d'avocats avez-vous amené au tribunal des originaux ? De quoi vos cotes sont-elles construites ? Je pense souvent de copies. Maintenant, nous avons le droit et nous avons même l'obligation de fournir uniquement des pièces électroniques. Effectivement, et dans le cas... Je riposte. Non, mais dans le cadre de l'analyse de risque, c'est justement ce qu'on voulait pousser par le Vademecum qu'on a développé, parce que précisément, on sait bien qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas juste répondre « Ah non, vous devez garder le papier parce que vous n'avez pas le droit de détruire ». Donc le but de ce Vademecum, c'était d'accompagner à un niveau infraréglementaire nos services dans une réponse qui soit constructive, justement, aux organisations qui arrivent et qui disent nous, écoutez, vous êtes gentils, mais dans les faits, on arrive tout à fait à administrer notre preuve avec des copies. Et dans ce cas-là, avoir plutôt un dialogue qui est non pas dire non, c'est pas possible, mais dire alors oui, mais, et attention, et on va vous conseiller pour que vous soyez vraiment bien dans les clous et que vous ayez des solutions techniques qui vous sécurisent. Donc pour les solutions techniques, la question qui est posée, un peu aguicheuse, la bonne solution technique pour conserver chaque donnée. Donc la bonne solution technique, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous répondre avec ce singulier. Il va falloir que j'entre un peu plus dans le détail et je vais déjà relever un point, c'est qu'on a parlé de documents, de pièces jusqu'à présent, et là on parle de données. Donc on est passé du document, de l'écrit électronique, à la donnée. C'est un peu normal puisque ces données électroniques sont gérées sur des ordinateurs. Et que la principale valeur ajoutée n'est finalement pas la problématique de conservation, parce que je vois qu'il y a quelques dirigeants de sociétés d'archivage de papier de premier nom dans la salle. Il sera content d'entendre, et je suis pourtant un éditeur de solutions informatiques, que souvent la conservation électronique coûte plus cher, ou peut coûter plus cher que la conservation papier. Bon, alors, pourquoi tout ça ? Pourquoi faire tout ça ? Pourquoi tant de bruit et tant d'évolutions réglementaires autour de la manipulation des pièces électroniques ? C'est parce qu'en fait, la principale valeur ajoutée n'est pas dans la conservation, mais dans la capacité à y accéder.
la capacité à accéder aux informations, la capacité à les diffuser, ces informations. Ce qui, par exemple, pose des problèmes assez graves à la CNIL en ce qui concerne les données personnelles. Parce que si elles étaient conservées dans des silos inaccessibles, ce ne serait pas vraiment un problème de les conserver en électronique. Donc la différence essentielle n'est pas dans le coût de la conservation, mais bien dans la facilité d'accès. Un deuxième commentaire, le terme et l'usage du mot données par rapport à celui de document, c'est parce qu'une fois qu'on a basculé dans l'électronique, finalement le niveau d'exigence est, je pense dans tous les cas, plus fort que dans le domaine matériel. Et ma première remarque justifie ce niveau d'exigence plus élevé, c'est parce qu'effectivement les risques d'utilisation sont beaucoup plus importants, de façon démultipliée. Donc, quand on conserve les documents dans le domaine numérique, on va aussi s'attacher à conserver des traces d'utilisation de ces documents, de ces pièces, de leur dépôt jusqu'à leur destruction et pendant tout le cycle de vie. Et on se pose des questions de conservation de certaines traces qu'on ne se posait pas forcément avec le papier parce qu'il n'y avait pas autant d'usage avec des documents matériels. Je citerai à titre d'exemple, pour terminer sur cette diapositive, l'exemple du coffre-fort des jeux et paris en ligne, qui est parfaitement défini par des textes. Donc, je crois que ce sont les textes de l'ARGEL, l'autorité de régulation des jeux et paris en ligne, qui ont dû être écrits par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et qui définissent très précisément ce qu'est un coffre-fort électronique, certes un peu trop parfait par rapport aux enjeux économiques, mais là, pour le jeu et paris en ligne, les enjeux étaient suffisamment importants pour pouvoir définir une solution qui trace parfaitement et dans la durée des événements. Donc, diapositive suivante. Non seulement l'écrit numérique a une valeur probante, mais en plus, il est partout. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose qui s'impose à vous tous en tant que personne physique et en tant que professionnel, quelle que soit votre activité. Je crois qu'on a maintenant plus besoin, je vois dans la salle, des gens qui prennent des photos, des diapositives, des gens qui tweetent, des gens qui regardent leurs mails, des gens qui... Tout le monde est déjà sur le numérique, ou en tout cas beaucoup de monde, et c'est vraiment quelque chose d'inéluctable. Donc, il y a des activités pour lesquelles le numérique est devenu une obligation. Je rappellerai, sans rentrer dans des détails juridiques, les déclarations fiscales et sociales des entreprises. Vous n'avez plus le choix. C'est obligatoirement du numérique. Et donc là, les pièces sont créées dès les enregistrements et doivent être ensuite vivre un cycle de vie et être conservées. Ce sont des originaux numériques. Je rappellerai la dématérialisation des marchés publics, qui a été pour l'administration le premier outil pour favoriser cette dématérialisation, avec certaines obligations qui sont faites pour les marchés informatiques de plus de 90 000 € hors taxes. Vous êtes obligé d'y répondre de façon par voie électronique. Et récemment, un article dans Les Échos, alors là ce n'est qu'un article de presse, mais un article des Échos faisait état d'un projet des pouvoirs publics visant à rendre progressivement obligatoire la télédéclaration et en tout cas le paiement dématérialisé de l'impôt. Donc ça, c'est pour ce qui est obligatoire. À propos des recours croissants à la dématérialisation, l'exemple le plus évident, le plus flagrant dans l'utilisation, que ce soit la sphère publique d'ailleurs et la sphère privée, c'est la facture électronique. Donc là, l'administration fiscale, en 2013, en réponse ou en complément à une directive de 2010, a instauré des facilités considérables pour dématérialiser ces factures à la source. Donc on parle plutôt de la facture que l'on émet, la facture que l'on adresse au client. Donc on pouvait le faire en EDI, bon, en papier évidemment, on pouvait le faire en papier, on pouvait le faire en EDI, on pouvait le faire en signant électroniquement les factures, et maintenant on peut le faire en utilisant ce concept de piste d'audit qui ouvre finalement des capacités de dématérialisation infinies et à la portée de tous. La dématérialisation des bulletins de salaire existe en droit français depuis mai 2009. Le texte est très simple, la norme est un peu plus contraignante, mais n'est pas obligatoire. Elle est contraignante notamment dans la durée de conservation. Moi, je pose toujours la question, pourtant c'est mon métier, et là, ce n'est pas un aspect technique, c'est un aspect commercial, le droit commercial. Comment, on voit souvent des appels d'offres où on exige des conservations de bulletins de paie pendant 50 ans, ce qui doit...
moi, ce qui me paraît carrément dingue, parce que, imaginez, 50 ans, il n'y avait pas d'informatique, mais ne serait-ce qu'il y a 25 ans, ce qu'on utilisait comme technologie pour conserver des informations numériques. Alors, dans 50 ans, je ne sais pas comment on fera. En tout cas, comptablement, quand je dois répondre à ce genre de choses, je ne sais pas comment je dois comptabiliser une prestation que je suis censé facturer 50 ans à l'avance. Dois-je prendre 1/50e de mon produit dans ma compta ? Je ne sais pas. Donc, à part ce petit point quant à la conservation sur des durées déraisonnables, à la Fédération des tiers de confiance, nous préférons travailler sur les concepts de réversibilité et de capacité de communiquer le patrimoine sans perte d'intégrité à la fin d'un contrat. Contrat de droit commercial, les durées les plus courantes étant plutôt 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Pour les longs, 10 ans, c'est déjà la science-fiction. Quant à la contractualisation en ligne, donc ça, il y a de nombreux avantages aujourd'hui offerts par la possibilité de contractualiser en ligne. Je pense que là, il va y avoir une vague importante qui va pousser la dématérialisation. Un règlement européen, le règlement IDAS, Antoine Messonnier l'a évoqué tout à l'heure, sera pleinement applicable en juillet 2016. Il abrogera la directive de 99, retranscrite en droit français dans le droit civil à partir de 2000. Donc là, c'est quelque chose d'assez fondamental. Je vous rappelle simplement qu'un règlement s'impose aux États membres et que nous n'avons pas, comme les directives, à les transcrire en droit interne. Alors, quelles solutions de conservation ? Comment donner une valeur probante à toutes ces données ? Les termes sont multiples. Vous en avez partout dans les stands de ce salon. Des professionnels de la GED, des professionnels de l'Electronic Content Management, des professionnels des coffres-forts électroniques, des professionnels des systèmes d'archivage électronique. Vous avez donc les concepts de records management, d'archivage patrimonial. Bon. En gros, si je veux faire très simple et court sur ces sujets-là, je dirais qu'il y a tout ce qui touche aux documents dynamiques sur lesquels on peut appliquer des annotations, voire des modifications, et donc qui vivent leur vie et le début du cycle de vie dans l'entreprise au travers souvent de workflows et donc de solutions plutôt type GED ou ECM. Et puis vous avez les documents une fois figés qui vont être versés dans des systèmes d'archivage électronique. Donc, ces systèmes recouvrent d'une part les SAE et d'autre part les composants coffre-fort qui, contrairement aux SAE qui traitent des archives ou des documents, les coffres-forts, eux, ne traitent que d'objets numériques dont ils vont avoir l'ambition de garantir l'intégrité au sens de l'article qui a été cité tout à l'heure, 1316, je crois, 1316.1, donc la base de tout l'écrit électronique, et qui n'ont vocation que de garantir l'intégrité des objets. Le SAE a une ambition plus vaste et ne se limite pas à être un logiciel, c'est un système au sens gouvernance, comme un système qualité, comme un système sécurité, et donc vise des ambitions plus larges. Les normes françaises qui définissent les SAE sont donc la NFZ 42013 pour le SAE, et pour les composants coffre-fort, il s'agit là d'un produit, donc une norme produit, la NFZ 42020. En général, on considère effectivement que le système d'archivage électronique se construit autour d'un coffre-fort, puisqu'il faut qu'il garde la traçabilité et l'intégrité de la même façon, mais effectivement le dépasse dans ses ambitions, et notamment sur tout ce qui est pérennisation à long terme, avec les questions de validation de format et de migration. Exactement. Donc les caractéristiques essentielles d'un composant coffre-fort numérique dans cette fonction de garantie d'intégrité qui va contribuer à l'édifice plus complet qu'est le système d'archivage électronique. Donc je citerai l'authentification, l'intégrité par des calculs et des mécanismes d'empreinte. Toutes ces preuves sont apportées aujourd'hui par des mécanismes cryptographiques. Donc ce sont des algorithmes publics, internationaux, ouverts, que tout le monde peut utiliser et vérifier. Donc, authentification, intégrité, horodatage, la date certaine et capitale. Elle est utilisée dans la traçabilité qui est conférée par l'utilisation de journaux scellés, donc, qui sont des journaux inaltérables. Et enfin, la réversibilité, cette capacité à pouvoir rendre un patrimoine numérique dans des conditions permettant de le réencapsuler dans un autre système, par exemple pour assurer une conversion de format ou pour changer de prestataire. Et en option, et je dirais que c'est bien en option et on n'est plus dans la dimension de la preuve, il y a l'aspect confidentialité.
la confidentialité qui est souvent, qu'on croit souvent automatique quand le mot coffre-fort électronique est utilisé, mais en marketing, il est tellement confortable que beaucoup d'acteurs l'utilisent sans réellement y apporter toutes les réponses qu'il faudrait qu'un coffre-fort apporte. Donc celle définie par la norme composant, c'est l'intégrité. Et tout à l'heure, je parlais de la définition de la NSSI. Là, il y a la dimension confidentialité. Dans les exigences de la CNIL pour les coffres-forts des données, coffres-forts numériques des données personnelles, il y a aussi de fortes exigences concernant la confidentialité. Donc là, il faut rajouter les couches de cryptographie, mais qui peuvent, et donc de chiffrement, mais qui peuvent apporter une autre problématique au niveau de l'archivage, mais ça c'est une autre histoire, ce sera l'objet de notre débat. Donc enfin, la typologie des projets de dématérialisation par rapport à l'élimination du papier. Donc je reboucle sur ce qui a été dit en début de conférence. Production, diffusion et archivage des documents nativement électroniques, l'original c'est le numérique. Donc là il n'y a pas de problématique de destruction de papier. On n'utilisera le papier que pour des rematérialisations occasionnelles, par exemple pour aller au tribunal. Mais non, puisque maintenant vous devez y aller en électronique, donc on n'a même plus à le rematérialiser. Effectivement, alors il y a une question qui était posée, c'était mais pourquoi dématérialiser du papier si cette preuve papier doit être conservée? Donc c'est un peu plus compliqué que ça, on ne dit pas que ça doit être conservé dans tous les cas. Et justement, Alain Borghesi y revient. Alors, quand c'est nativement électronique, l'original est numérique, le papier n'est utilisé que de façon très occasionnelle, parce que quelqu'un veut un papier pour le mettre dans un dossier. Bon. Quand il s'agit de documents qui sont des documents engageants ou fortement engageants, là, la consultation, donc ces documents-là, il faut les conserver, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, vous allez pouvoir utiliser des mécanismes d'archivage sécurisant la conservation, mais le fait qu'ils soient numérisés vous permet de consulter et d'utiliser, dans la plupart des cas, la copie numérique. Et vous n'avez besoin de retourner à l'original qu'en cas de recours très, très exigeant. Donc, vous pouvez utiliser une solution d'archivage papier sécurisé pour vos originaux, mais en fait, vous allez travailler sur la copie numérique. Et enfin, la numérisation des autres types de documents papier, donc c'est la grande majorité des documents qui ne sont pas fortement engageants. Là, c'est très bien. Vous allez donc devoir maîtriser les risques, mesurer pour maîtriser les risques, le faire avec une étude juridique, le faire avec vos documentalistes, le faire avec votre direction générale. Non, je suis plus dans la sphère privée. et mesurer le risque. Et vous allez prendre ou pas le risque de détruire ce document papier. Dans certains cas, vous allez pouvoir le prendre, parce qu'il suffit de mesurer quelle est la sanction si vraiment vous deviez revenir à ce document original papier. Dans certains cas, la sanction n'existe pas, et dans d'autres, elle est faible économiquement, donc vous allez mesurer le coût par rapport au risque. Donc, ma dernière diapositive. Quelle solution de conservation? Comment donner une valeur probante à tous ces documents? Donc déjà, je rappellerai que ce n'est pas la technologie qui donne la valeur probante. La technologie peut au mieux conserver le niveau de valeur probante des objets ou des documents numériques ou des archives numériques que l'on va verser dans le système d'archivage électronique. Mais elle ne va pas rajouter la valeur probante. Donc l'objectif supplémentaire d'un SAE par rapport à ces coffres-forts et ces composants dont j'ai parlé qui traitent qui cherchent à garantir l'intégrité au sens de l'article 1301, c'est de pouvoir gérer un modèle complet, d'assurer la lisibilité dans le temps. Et là, je vais laisser la parole à un spécialiste, puisque je vais laisser la parole à Benoît Julien, qui est directeur des archives départementales de la Vienne et qui va vous exposer beaucoup mieux que moi ce qu'on peut faire avec un SAE. Oui. Merci beaucoup et bonjour à vous tous. Alors effectivement, je vais vous parler de retour d'expérience de ce que l'on a fait aux archives départementales de la Vienne. Je dirais juste un mot en préambule. Si vous avez suivi l'actualité du centenaire, des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, vous avez certainement vu que les services d'archives, tous ensemble, ont numérisé un très grand nombre de documents, ce que l'on appelle les fameux registres matricules. Mais je vous rassure, on n'a pas éliminé les originaux après avoir numérisé ces millions de pages de documents. Il s'agit de documents très historiques, très patrimoniaux, et là on a utilisé en quelque sorte la numérisation à des fins purement de diffusion de l'information sur nos sites internet. Oui, on vous rassure, les archives de France n'encouragent pas la destruction du patrimoine national, puisque quand même la question de la stabilité de la conservation est quand même... On a des parchemins qui ont réussi à survivre depuis 500 ans, on verra pour l'électronique, j'en suis pas persuadé, c'est bien un problème. Donc non, nous on parle de documents qui à des fins administratives, dans le cours de leur durée d'utilité administrative, peuvent être numérisés
à des fins de gestion en fait administrative, et c'est bien là-dessus que nous pouvions évoquer la possibilité d'une destruction. Oui, effectivement, il est bon de le préciser. Alors, aux archives départementales de la Vienne, puisque vous parliez de documents anciens, notre plus ancien document remonte à 780 après Jésus-Christ. Donc, vous voyez, Charlemagne régnait encore, si je puis dire. Et on s'est posé la question de savoir, est-ce qu'il y a quelques années, est-ce que, on va être capable, pour des documents produits nativement de manière numérique, est-ce que l'on va être capable de faire la même chose, de conserver aussi longtemps ces documents qu'on le fait pour les parchemins médiévaux, et surtout comment on va faire pour arriver à remplir les missions qui nous sont fixées par la loi et qui sont précisées dans le Code du patrimoine. La conservation des documents, bien évidemment, pour satisfaire les besoins et les exigences de la recherche historique. Ça, on y pense souvent quand on parle d'archives et de services publics d'archives, mais c'est vrai que du coup, on est amené aussi à réfléchir en amont à la conservation des documents à d'autres fins, pour les besoins de la gestion, comme le précise la loi, et pour la justification des droits d'une façon ou d'une autre. Et on s'est dit, pour des documents nativement électroniques, comment allions-nous arriver à accomplir ces trois objectifs, ces trois missions, donc conserver les documents autant que nécessaire pour la gestion des affaires, conserver ces documents autant que nécessaire pour la justification des droits, et sans oublier l'étape finale qui est la documentation de la recherche. Donc c'est ce qui a guidé ce projet qui a été lancé, je vais en parler un petit peu, aux archives départementales de la Vienne à partir de 2008. Un mot sur le département de la Vienne quand même. C'est un département de 430 000 habitants avec deux grandes villes, Poitiers et Châtellerault, et on va dire une dimension rurale qui est quand même assez affirmée. Et néanmoins, c'est à Poitiers, dans les environs de Poitiers, qu'à la fin des années 80 a été ouvert le Futuroscope, donc le temple de nouvelles technologies, pourrait-on dire, et ça traduisait ce Futuroscope soutenu par le Conseil général de la Vienne, traduisait l'intérêt que ce département et que ce Conseil général portait aux technologies en général, et notamment avec la personnalité du président René Monory, qui a très longtemps présidé le Conseil général. Donc dans ce cadre-là, on a décidé effectivement d'essayer de lancer la solution que l'on avait trouvée pour répondre à nos besoins, donc un système d'archivage électronique, avec quelques principes. Je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Quelques principes. D'abord, une démarche très pragmatique, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé à ce que produisait de manière nativement électronique une collectivité, en l'occurrence le Conseil général, et dans un premier temps, nous n'avons pas cherché à mutualiser cette opération. J'en dis cela dans un premier temps, puisque les choses ont évolué par la suite, mais en 2008, l'idée c'était une collectivité et de choisir un flux pour voir si on y arrivait, de profiter du fait que le Conseil général souhaitait dématérialiser le flux des actes qui étaient soumis au contrôle de légalité. Donc on s'est dit Conseil général et ce flux des actes transmis au contrôle de légalité. Le deuxième principe, c'était bien évidemment de ne pas dissocier cette réflexion de notre travail mené sur les archives papier produites par cette collectivité. Donc c'est l'évaluation des documents, l'évaluation de la typologie, de la durée de conservation, des besoins pour lesquels on gardait ces documents, de leur sort final, la réalisation de tableaux de tri, de tableaux de gestion de ces documents-là. Donc de ne pas dissocier notre réflexion sur le numérique de notre réflexion sur le papier. Et le troisième principe, ça a été de faire le choix d'un système d'archivage électronique entièrement internalisé, notamment parce qu'on pouvait être amené à conserver des archives numériques définitives, et donc que le choix s'imposait, et puis tout simplement parce que ça nous est apparu plus facile. On a pu bénéficier en l'occurrence du fait que la direction informatique du Conseil général était installée sur 2 sites distincts, et donc on a pu avoir assurer les conditions de la réplication et de la sauvegarde en plusieurs exemplaires, j'allais dire. Donc ça, c'était le principe. Alors, très rapidement, les étapes. À partir de 2008, ça a coïncidé. D'abord, plus exactement sur les étapes, je vais dire plutôt ce que ça nous a apporté, si vous voulez. Bien évidemment, ça a nécessité des compétences
en l'occurrence le recrutement d'une archiviste qui avait fait ses classes, qui s'était formée aux archives départementales des Yvelines, qui était très à la pointe dans la réflexion et dans le travail sur l'archivage des documents électroniques. Ça a consisté, effectivement, donc, compétences archivistiques et également joindre à ces compétences archivistiques des compétences informatiques. Donc, très en amont, dès le début, dès 2008, travailler avec le service informatique du Conseil général et donc avoir très clairement identifié des interlocuteurs, un chef de projet fonctionnel aux archives, un chef de projet informatique à la direction des services informatiques. Ensuite, bien évidemment, aller voir un petit peu ce qui se faisait à cette époque-là. En 2008, eh bien, on s'est beaucoup intéressé, comme je le disais, à ce qu'avaient fait les Yvelines. On s'est aussi intéressé à ce que préconisait dès cette époque la direction des archives de France, avoir donc un système qui nous permettait d'assurer le versement des archives électroniques, leur contrôle, qui permettait également d'effectuer les éliminations et qui permettait d'assurer le contrôle de l'accès et au final quand même d'arriver par une sorte d'interface à rendre ça, les métadonnées produites et conservées, accessibles à notre public en fonction des délais de communication, etc. etc. Le résultat de ce travail d'approfondissement auprès de collègues, de retours d'expérience faits ailleurs, eh bien, le résultat, ça a été effectivement, à partir de 2009, le choix d'une plateforme d'archivage électronique, un SAE développé par la société Adulact Projet. Ce choix a été entériné au plus haut niveau par le directeur général des services du Conseil général, qui nous a accompagnés dans toutes les étapes et qui a joué, et je crois que c'est aussi un élément très important dans le succès d'une démarche de ce type, qui nous a servi, j'ai vu qu'on appelait ça un sponsor, oui, donc on a eu droit à notre sponsor qui nous a bien accompagnés, et c'est tant mieux. On a eu une validation, on va dire, juridique et politique qui s'est traduite au début de l'année 2010 par la signature d'une convention de développement avec l'Adulact Projet. Ensuite, l'installation progressive de ce système, de ces différentes versions, des tests qui ont été effectués à partir du mois de juin 2012, puisque à partir effectivement donc de ce flux dématérialisé des actes soumis au contrôle de légalité à travers notre premier tiers de télétransmission qui s'appelait X-Légal. Et puis ensuite, les opérations se sont prolongées avec le deuxième tiers de télétransmission qui cette fois-ci, à partir de 2012, était le tiers SLO, développé également par Adulact Concept. Alors, au bout du compte, donc, on a commencé à recevoir de manière un peu plus systématique ces actes à partir de 2014, en récupérant des actes anciens, et puis ensuite au fil de l'eau. Et à l'heure actuelle, bon, c'est tout à fait modeste et très limité, bien évidemment, nous avons collecté, conservé dans ce système d'archivage électronique 4000 actes. Voilà. Un dernier mot peut-être. C'est vrai que sur les conditions du succès, on le voit, c'est une bonne collaboration, un bon sponsor au niveau de la direction générale, au niveau de la hiérarchie, une collaboration entre, je dirais, deux techniciens, parce que je pense quand même que l'archiviste doit aussi être vu avec un technicien archiviste justement et spécialiste ayant des doubles compétences en informatique, puis quand même des informaticiens au sens strict qui permettent de monter un projet de ce type en interne. Donc c'est intéressant de voir que, bien sûr, on est quand même sur une structure d'une certaine taille, mais que on peut répondre aux problématiques, donc développer ce genre de système d'archivage électronique conforme à la norme NFZ 42013, donc qui vont être capables d'assumer toutes les différentes fonctionnalités que Alain Borghesi évoquait, de traçabilité, de contrôle de l'intégrité, de journalisation des événements, mais également, et c'est là une des spécificités d'un projet comme celui des archives départementales de la Vienne, et de manière générale d'ailleurs des services d'archives de notre réseau des archives de France, c'est-à-dire aussi ce besoin de pérennité à très très long terme qui est nécessaire et qui pose question, puisque comme le disait Alain Borghesi, à l'heure actuelle sur l'informatique, on n'est pas sûr d'avoir cette visibilité sur le très très long terme, et c'est vrai qu'il faut toujours réfléchir quand on est sur la question de savoir si on garde le papier ou si on va prendre de l'électronique, quand même sur le long terme, c'est-à-dire si on est sur des données quelquefois d'une très grande complexité, notamment je pense au secteur de l'aéronautique, du nucléaire, et qu'on a des données électroniques aussi,
comment on va faire pour arriver à ce qu'il soit conservé le temps nécessaire à la maintenance des outils et des systèmes parfois très complexes. C'est une vraie question, hein, et l'ANDRA notamment, donc l'organisme de gestion des déchets nucléaires, s'intéresse quelquefois à des systèmes de rematérialisation sur des supports analogiques pour de la conservation à très très long terme. Donc il y avait notamment une question que j'ai affichée un moment sur la conservation de documents sur microfilm n'est-elle pas envisageable à très long terme. C'est effectivement une des réponses qui peut quelquefois être envisagée quand on est sur du long terme. Mais bien évidemment, on perd en capacité de diffusion, en capacité d'exploitation, c'est clair. Il faut arriver à doser la solution technique vis-à-vis de son usage. Alors nous arrivons au terme de cette conférence qui n'a pas pu laisser autant de temps. On a peut-être encore le temps pour prendre quand même une ou deux questions au dialogue que cela. J'en suis un peu désolé, mais c'est vrai c'est assez riche puisque vous le voyez, on était en permanence obligé de jongler entre un cadre général et des solutions techniques qui peuvent aller vraiment dans la complexité. On n'a pu que les effleurer aujourd'hui. Puis vous le voyez, en fait, c'est derrière une analyse de besoins et il y a de multiples besoins. La question de savoir si on peut jeter le papier est assez complexe. Je pense que vous allez pouvoir approfondir aussi en fonction des différents professionnels qui sont là sur le salon pour répondre à vos besoins. Mais soyez effectivement bien conscients des besoins juridiques et aussi de conservation de vos actifs informationnels sur le très long terme, si c'est nécessaire ou pas. Et posez-vous ces questions. Je vous remercie. Donc si on a le temps peut-être pour une petite question ou si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas. Oui, une question par ici. Oui, bonjour, Charlotte Madet, je suis archiviste à l'Université Paris Diderot Paris 7. Moi, je me pose une question très concrète sur l'application de l'ordonnance de 2014, donc du 26 juin 2014 sur la facturation électronique, qui indique qu'en 2017, l'ensemble des établissements publics nationaux doivent être en capacité non seulement de produire, mais également de recevoir la facture électronique. Sachant qu'à l'heure actuelle, on est dans une première étape d'application de cette circulaire qui est de dématérialiser les factures papier, tout en n'ayant pas la possibilité de les détruire, puisque nous sommes un établissement public. Donc, la réponse là, c'est oui, c'est même pas établissement public, en fait, c'est dû notamment aux demandes de contrôle fiscal, en fait. Exactement, tout à fait. Donc du coup, on dématérialise les factures pour évidemment faire en sorte de réduire les temps de facturation et de mise en paiement, puisque le service public est le premier employeur, mais aussi le premier mauvais payeur en termes de facturation. Donc pour réduire ces temps, on passe par la dématérialisation. Le problème, c'est que 2017, c'est demain. Le logiciel de gestion de facturation, le logiciel de gestion financière est un logiciel fermé qui actuellement ne permet pas la conservation de la version dématérialisée. Donc ma question est, à partir du moment, quand est-ce que déjà la législation va nous permettre d'autoriser en fait la possibilité de mise en place de la facturation électronique, et quand est-ce que les solutions logicielles peuvent arriver et pour qu'elles soient intégrées, pour qu'en 2017 le service public soit moderne. Alors, première réponse d'un point de vue secteur public sur les obligations liées effectivement au contrôle fiscal. Normalement, elles ne touchent que les factures qui sont liées aux exonérations de TVA. Donc, il faut quand même s'interroger au niveau d'université. Je pense que ça doit pouvoir vous conserver sur peut-être la vente de certains cours, mais ça ne concerne peut-être pas tout le flux comptable. Alors après, la question est de savoir si on arrive à les mettre à part ou pas. Puisque effectivement, c'est l'article L102B et puis l'article L102C du Code de procédure fiscale qui prévoit qu'en cas d'exonération de TVA, il faut conserver dans sa forme d'origine les factures. Alors il y a peut-être une possibilité de dématérialisation, je crois, sur les documents de la piste d'audit, mais pour l'instant sur les factures, effectivement, c'est bien dans le L102C. Le contrôle fiscal persiste et signe et demande à avoir les factures conservées dans leur forme d'origine. Donc ça, c'est quelque chose que pour l'instant qui est un état de fait. Peut-être Alain Borghesi voulait. Je pense que c'est très bien d'insister sur la notion de risque qui ne touche que les factures qui sont contrôlables par rapport à la TVA. Sur le reste, c'est de la conservation patrimoniale, mais sans risque fiscal. Donc, oui, et puis là, je précise, nous, Archives de France, sur des factures, en général, on est à 10 ans d'instruction. Hein, donc, nous, ça ne nous pose pas de problème. C'est typiquement le type de document qui rentre dans le cadre du Vademecum, c'est-à-dire qu'on autoriserait une destruction s'il y a une numérisation dans de bonnes conditions.
Excusez-moi, juste un témoignage par rapport au contrôle fiscal, puisque j'ai eu droit à en avoir un l'année dernière. Et l'inspecteur m'a demandé les factures. Il ne s'est absolument pas posé la question de d'où venaient-elles. Et les factures qui étaient numériques à l'origine, on lui a transmis par courrier électronique. Les factures qu'on avait en papier, on les a scannées, on lui a envoyé tout par courrier électronique. Et il ne s'est jamais posé la question de la source et de la vérification de ces factures. Tout à fait, mais le principe du contrôle fiscal, lorsque les factures sont électroniques à l'origine, il faut que vous puissiez laisser l'accès à l'administration à vos factures électroniques. Donc on ouvre la comptabilité électronique à l'administration. En fait, aussi, c'est important aussi, ce point est important. Si c'est un prestataire qui effectue pour vous la facturation et l'hébergement des factures, ils doivent aussi laisser l'administration accéder à ces factures à l'origine électronique. Mais on prévoit un mode de transmission, c'est-à-dire que c'est même pas la peine de leur imprimer les factures, si elles sont électroniques à l'origine, c'est bien celles-ci qu'ils vont quand même regarder. Mais effectivement, sinon, après, j'ai eu un même récit pour un contrôle Cour des comptes sur une collectivité territoriale où, effectivement, ils ne s'inquiétaient pas non plus de savoir quelle avait été la forme d'origine des factures, d'autant que certains établissements publics font remarquer à juste titre que souvent, on va leur transmettre par mail des factures qui sont déjà une copie. Donc, en fait, la forme sous laquelle ils ont déjà une copie numérique de quelque chose qu'ils savent papier. Et alors, du coup, il faut quoi? Qu'ils rematérialisent. Archivistiquement parlant, ça n'a pas de sens en fait. Malheureusement, il est vrai que pour l'instant l'obligation figure et que jusqu'à preuve du contraire, pour en avoir discuté récemment avec des représentants de la Direction générale des finances publiques, ils me disaient que pour l'instant le service du contrôle fiscal ne souhaite pas faire évoluer juge qu'il y a un risque à prendre et qu'il ne souhaite pas. Donc alors, pour l'instant, je peux vous... Excuse-moi Antoine d'être pessimiste, mais le Fonds social européen, eux, ils ont percuté, parce que ça fait un moment que tout le monde leur file des copies de factures, soit numériques, soit numérisées. Et maintenant, ils nous ont inventé la preuve du paiement. Donc, ils auditent la piste audit. C'est-à-dire que maintenant, on doit non seulement produire la copie de la facture entrante, mais toutes nos étapes internes de ça, traitement. c'est la piste d'audit en... Oui. Et j'attends, probablement pour la prochaine campagne, j'en ai peur, les demandes relatives à la commande. Donc, je veux dire, la notion de sécurisation du process dans son ensemble et de preuve nous rattrape. C'est pas effectivement le problème de la copie ou pas numérique de la facture, c'est la trace, comme je l'évoquais tout à l'heure, du process et de toutes les étapes du process, voire d'action, comme un paiement, pour lequel nous, on n'avait pas de trace dans nos propres livres. Et donc effectivement, là, ce qui fait glisser la question, mais c'est toujours le rappel qu'au-delà de la question du support, il faut se poser la question des besoins et qu'on peut se retrouver à devoir mobiliser des informations auxquelles on n'avait pas pensé. Auxquelles on n'avait pas pensé. C'était quand même déjà l'analyse permanente des attendus, des exigences et de comment on se sent prémunis, parce que je vous avoue qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne traçait pas jusqu'à présent et maintenant on travaille vraiment très en amont, donc on ne travaille que sur des tâches, à vrai dire, complètement des workflows qui sont complètement numériques. Et donc, la question de Charlotte est très judicieuse par rapport aux progiciels. Nous, on attend des progiciels qui permettent de faire de la trace dans les progiciels métiers, dans les applis métiers. Et quand même, dans ce que Charlotte a dit, auquel vous n'avez pas forcément semblé porter un grand souci, mais qui nous soucie pour beaucoup d'entre nous, c'est l'obligation pour les administrations d'accueillir les factures numériques de tout fournisseur. Donc, cette obligation, à ma connaissance, elle n'est pas limitée au cas de la TVA. Et il y a obligation, c'est ce que tu as rappelé comme texte, Charlotte, à juste titre, qui nous oblige, nous, acteurs publics, quels qu'ils soient, administration et opérateurs, à accueillir tout flux dématérialisé. Donc, on doit se mettre en ordre de bataille pour être en mesure de le faire en 2017, comme Charlotte l'a indiqué. Effectivement, j'avais bien noté cette partie-là, mais c'est juste que là, personnellement, moi, en tant qu'Archives de France, on n'est pas éditeur de logiciels, ni on n'a pas la possibilité ni la main pour faire évoluer ça. Mais effectivement, j'entends bien l'enjeu. Il me semblait que le bureau en charge des établissements publics justement au ministère des Finances était quand même en phase de réflexion et pour proposer des outils, mais je ne voudrais pas trop m'avancer. Alors je pense que l'on va être obligé de... On peut encore une question ? Ok. Si vous avez encore une question, nous pouvons la recevoir. Anybody, any question ? Tout est clair ? Et écoutez, il me reste à vous remercier de votre participation. Merci. Et à vous souhaiter une bonne journée, un bon salon.